tous et merci de votre présence pour la sortie du livre de Francis Paulet, Le futur de l'avion. Francis Paulet, ancien général de l'armée de l'air, ancien conseiller de plusieurs ministres de la Défense, dont Alain Juppé, Hervé Morin, Jean-Yves Le Drian, ancien directeur de l'école de l'air de Salon-de-Provence, aujourd'hui directeur de l'IPSA, école d'ingénieurs de l'air et de l'espace du groupe Ionis. Bonjour Francis Paulet. Frédéric Vagnada. Alors, la pandémie de Covid a plongé l'industrie aéronautique dans une crise sans précédent. Donc, le secteur aura beaucoup de mal à se relever. On parle aujourd'hui de 2023-2024, après des années de croissance à deux chiffres. Une crise qui avait été précédée avant le Covid d'un mouvement de fond venu des pays nordiques sur la honte de prendre l'avion, le Flyscam, mouvement porté par une jeune adolescente de 14 ans, la personne de Greta Thunberg. Alors d'abord, Francis Paulet, pourquoi ce livre ? Le titre s'intitule « Le futur de l'avion ». On parle du futur de l'aviation ou de l'avion du futur ? Je dirais un petit peu des deux. Les deux sont liés. En fait, c'est vrai que le futur de l'aviation, parce qu'on voit bien qu'il y a des mouvements de fond qui étaient antérieurs au Covid, qui portaient sur le climat et l'impact de l'aviation sur le climat. Et puis, on voit bien que ça va avoir également un impact sur la forme de l'avion, sur la structure de l'avion. Donc, c'est à la fois le futur de l'aviation et le futur de l'avion. C'est lié. Le livre démarre par une préface de Bertrand Piccard, pilote et cofondateur de la fondation Solar Impulse. Lui demander de signer cette préface, c'était une évidence. Ah oui, c'est une évidence. Bertrand Piccard, je trouve que c'est le symbole des aviateurs des temps modernes, mais c'est l'esprit de l'aviateur, du pionnier qui va tenter des choses invraisemblables avec une facilité et une simplicité humaine formidable. Donc oui, et d'ailleurs, il n'a pas hésité une seule seconde à répondre positivement à ma sollicitation. Donc Bertrand, ça fait partie de ces hommes qui vont entraîner des étudiants vers des sommets, vers des idées nouvelles. On va d'ailleurs regarder une volontiers intervention que nous a accordée Bertrand Piccard depuis sa maison de Lausanne en Suisse. Merci. Jamais dans l'histoire de l'aviation, le rôle des ingénieurs aéronautiques, et en particulier ceux de l'IPSA, n'a été aussi important. Dans les 50 premières années de l'histoire de l'aviation, il y a eu une évolution spontanée, une innovation spontanée. On a passé en 60 ans des frères Wright au Boeing 707, à la Lune, au Concorde, au mur du son. Mais ensuite, pendant les 60 années suivantes, ça a été surtout de l'optimisation. Les avions ont été de plus en plus efficients, confortables et sûrs. Mais aujourd'hui, nous sommes à un moment où nous devons absolument reprendre la voie d'une innovation disruptive. On ne peut plus simplement optimiser, ça n'ira pas assez vite. On doit disrupter de manière à pouvoir répondre aux problèmes environnementaux. Donc l'aviation doit reprendre ardemment le chemin de l'innovation. Et ça va être dans tous les domaines. Les ingénieurs seront au premier rang pour agir, pour être les acteurs de ce changement. Alors bien sûr, il faut des avions qui soient différents. Il faut des avions plus légers. Il faut des meilleures performances aérodynamiques. Il faut des motorisations différentes. Peut-être que certains seront avec des batteries, d'autres seront avec des piles à combustible et de l'hydrogène, mais dans les deux cas, des moteurs électriques qui sont extrêmement efficients. Peut-être qu'on brûlera des biocarburants, peut-être qu'on brûlera directement de l'hydrogène. Certaines recherches semblent montrer que ce serait assez efficient également. Et puis, il y a bien sûr toutes les opérations de vol. Il faut des voies aériennes beaucoup plus directes. Il faut des approches en descente constante. Il faut des opérations de sol qui soient extrêmement efficientes. C'est clair qu'il faut des chariots électriques pour amener les avions au seuil de piste. Il faut approvisionner les avions en électricité directement par des panneaux solaires de l'aéroport ou des éoliennes ou des énergies renouvelables en tout cas, et ne pas laisser les avions faire tourner leur APU, leur moteur auxiliaire pour fabriquer leur électricité. Donc on voit qu'il y a énormément de nouveautés à mettre en place. Il faut bien évidemment que les compagnies aériennes, déjà aujourd'hui, en attendant que tous ces changements deviennent une réalité, et que les compagnies aériennes introduisent la compensation carbone sur chaque billet vendu. Ça paraît une évidence. Ce ne sera pas suffisant, mais déjà aujourd'hui, il faut le faire en attendant que progressivement, ce soit la technologie qui prenne le relais. Mais c'est sûr que l'aviation a un rôle fondamental à jouer
absolument fondamentale. L'aviation permet l'échange culturel, permet de communiquer avec la planète entière, mais on ne peut pas se permettre de continuer à le faire de manière polluante. Donc on doit arriver maintenant à une aviation écologique. Alors j'ai commencé à montrer le chemin avec Solar Impulse, avec un tour du monde à l'énergie solaire, sans aucun carburant. C'est sûr que ce n'est pas un avion de ce type-là qui transportera 200 passagers, 400 passagers, 600 passagers. C'est l'avion que vous allez concevoir, que vous allez construire, qui pourra transporter des centaines de passagers de manière totalement propre, totalement efficiente. Alors, mettez-vous au travail le plus vite possible au niveau des ingénieurs. Bravo à l'IPSA pour le rôle qu'elle joue dans ce défi extraordinaire qui a déjà commencé maintenant et que nous allons relever tous ensemble. Bonne chance à tous. Bertrand Piccard, cofondateur de la fondation Solar Impulse. Une question très simple, Francis Pollet. Qui signe ce livre finalement? C'est le général, l'ancien membre du cabinet ministériel, le pilote ou le directeur de l'IPSA? Eh bien, je dirais c'est un petit peu tout le monde. En fait, c'est le fruit d'une expérience. On voit qu'il se passe un phénomène très puissant. Il est normal que ceux qui ont la coutume d'analyser ces phénomènes, eh bien, se prononcent et donnent des indications, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, des choses un peu inquiétantes, alors qu'il s'agit de mettre tout ça en ordre et de regarder comment ça s'organise et ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Voilà. Donc c'est tout le monde, en fait, c'est le fruit d'une expérience que je partage. Alors, la sortie du livre intervient presque au même moment des 60 ans de l'IPSA, c'est un clin d'œil? Alors c'est un clin d'œil qui est bien involontaire, parce que c'est vrai que 60 ans d'une école d'ingénieurs aéronautique et spatiale, eh bien, ça se fête, c'est une vraie prouesse. C'est à la fois un message qui s'est transmis de père en fils depuis 1961. Et ma foi, eh bien, comme on est à un virage de l'aéronautique et du spatial, eh bien, on retrouve le virage qu'on a eu dans les années 60 avec ces merveilleux avions. On est ici d'ailleurs dans le salon Marcel Dassault. Là aussi, c'est un vrai clin d'œil. Un vrai clin d'œil. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. Est-ce que cette crise, cette pandémie que nous traversons actuellement peut être considérée pour l'industrie aéronautique comme une opportunité pour se transformer, comme un coup d'accélérateur, qu'on ait enfin une rupture technologique, même si le secteur, depuis les débuts de l'aviation, il y a plus de 100 ans, n'a cessé d'avancer, n'a cessé de faire des progrès technologiques? Alors, il est certain que ça va être un accélérateur, ça c'est incontestable. Bon, l'aviation a connu des ruptures, des ruptures technologiques, l'arrivée du réacteur par exemple, l'arrivée de l'hypervélocité, les commandes de vol électriques. Là, on est sur une autre philosophie, on est sur à la fois un phénomène aéronautique et à la fois un changement de philosophie, puisqu'il s'agit d'offrir aux passagers la possibilité d'aller partout dans le monde, mais sans polluer. Voilà. Et donc, il va y avoir un accélérateur. De toute façon, Covid ou pas Covid, ça aurait eu lieu. Et en même temps, le Covid va sans doute accélérer les choses. Le Covid va accélérer les choses, mais effectivement, ce mouvement de faire des avions plus propres était amorcé bien avant cette crise du Covid, d'autant que le secteur a mauvaise presse. On entend régulièrement dire « ne prenez pas l'avion pollue énormément ». Or, les émissions de CO2 de l'aviation, c'est 2,5%. Comment on l'explique, cette mauvaise image de l'aviation? C'est un manque de communication du secteur? C'est un manque de... Alors, moi, je l'explique par la mentalité des aviateurs au sens large. Souvent, ce sont des gens qui se concentrent sur la performance, sur l'étude, sur des choses très techniques et ne sont pas des grands communicants. Des ingénieurs qui ne savent pas communiquer. Exactement. C'est sans doute pas leur point fort et ça se paye aujourd'hui dans un monde où tout est ultra médiatisé. Quelqu'un qui sait mal communiquer, eh bien, va en pâtir tôt ou tard. Parce que c'est vrai,
on n'a pas attendu la jeune Greta pour faire du développement durable. Je vais juste rappeler que entre l'Airbus A320 qui vole aujourd'hui et celui des années 90, c'est un avion qui consomme 2 fois moins, qui fait 2 fois moins de bruit, qui pollue 2 fois moins. Pourtant, pour le passager, c'est le même avion. Donc, c'est un phénomène qui est lourd, qui est long, et l'ingénieur, eh bien, l'ingénieur, il suit sa société, il suit sa civilisation, il veut que les choses soient plus propres, et donc on y contribue. Et certain que là, ça va s'accélérer. Tant mieux. Et pour une raison aussi toute simple, c'est que le carburant, le kérosène, c'est ce qui coûte le plus cher aussi, avec les salaires. C'est vrai que ça coûte cher. Alors, incontestablement, il n'y a pas que des philanthropes. Il faut aussi gagner sa vie, il faut gagner de l'argent. Mais déjà, c'est vrai que le kérosène, ça a un coût. Et souvent, le changement d'avion, une compagnie va changer d'avion parce que le suivant va consommer 10, 15, 20% de moins. Et donc, on va d'une compagnie, on va d'un Boeing à un Airbus à un Boeing, souvent parce qu'il y a une consommation qui est restreinte. Alors on parle beaucoup d'environnement. L'avion de demain, on a parlé un temps de l'avion électrique, on parle depuis peu de l'avion à hydrogène avec des échéances relativement courtes, 2035, c'est viable, c'est pas viable aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui peut marcher? Hydrogène, électricité? Alors là, c'est sûr que dans une école d'ingénieurs aéronautiques, on en parle tous les jours de ça. En fait, on va commencer par l'avion électrique. On va commencer par l'avion électrique. Déjà, si on veut faire un Paris-Nice avec un avion, un Airbus A320 électrique, il y a 300 tonnes de batterie dans un avion qui fait. On remplit l'Airbus de batterie. Ça ne rentre pas, donc on sait qu'il va y avoir une rupture technologique. On voit déjà qu'il y a certaines batteries qui peuvent être rechargées en moins de 5 minutes. Bon, il faut le généraliser et surtout le sécuriser, parce que moi, je ne vais pas prendre l'avion si l'avion risque de tomber par terre ou de s'arrêter en vol. Et je pense que tous les passagers sont dans le même état d'esprit. Ensuite, je regarde par exemple, on parlait de notre pionnier Bertrand Piccard, il a dit qu'aujourd'hui, s'il devait refaire le tour du monde avec un avion vert, il irait peut-être vers l'hydrogène. Donc il faut se poser ces questions. On n'a pas les réponses, mais on sait qu'il va y avoir des ruptures technologiques sur les batteries, sur l'hybride, sur l'hydrogène. Donc tout ça, on va vivre une période absolument intense et absolument intéressante au possible. Alors, l'hydrogène, c'est l'une des pistes actuellement étudiées, mais on parle, encore une fois, de 2035. 2035, c'est demain. Est-ce que c'est trop tôt ou c'est possible? Alors, sur un avion classique, avec des réacteurs, avec du kérosène, eh bien, on estime que le cycle de développement complet dure 26 ans. Je rappelle nous sommes en 2021, donc un avion standard, c'est 2047. Là, il est certain que les États ont joué un rôle tout à fait fondamental en injectant un plan considérable, y compris la France. Je dirais à commencer par la France d'ailleurs, qui a été très vertueuse dans la matière. Un plan considérable pour accélérer les choses. Un avion totalement vert en 2035, moi ça me paraît demain matin, si c'est pas ce soir. Ça va être difficile, mais en même temps, un objectif ambitieux, ça fédère les énergies, on va travailler dessus. Je connais les aviateurs, ils sont capables de le faire, ils sont fichus de réussir. Donc il faut ces lumières, ces phares lointains là vers lesquels on va. Moi je trouve que c'est une bonne chose, mais on sera peut-être pas loin du compte. Mais vous dites, Francis, on sait qu'il faut déjà minimum 10 ans pour certifier un moteur. On le voit avec des moteurs comme l'Open Rotor, développé notamment par Safran, qui va permettre d'économiser 15% de kérosène en moins. 10 ans, c'est long pour un moteur. Et donc, revoir tout un avion, retrouver cette rupture technologique, c'est pas possible. Alors là, en plus, il y a non seulement la motorisation à revoir, mais il y a aussi toute la structure de l'avion. Parce que si on parle de l'avion hydrogène. Si on parle de l'avion hydrogène ou si on parle de l'avion électrique, même s'il y a une rupture technologique, il va quand même y avoir une masse de batterie qui va être considérable. L'hydrogène, on sait qu'il va falloir le stocker à moins 200 degrés pour après le faire passer dans un réacteur à 600-700 degrés. Donc là aussi, je crois que c'est Patrick Gandhi, notre patron de l'aviation civile française, ancien patron de l'aviation civile française, qui a souligné le fait qu'il y avait là une prouesse technologique à réaliser. Alors, l'avion hydrogène a déjà volé, les Russes l'ont fait voler dans les années 90 sur un Tupolev 155. C'était un Tupolev 154 avec un moteur qui fonctionnait à hydrogène. Bon, on a un problème de masse de toute évidence, on a un problème de poids, de centre de gravité, de calage, donc d'ailes. Enfin, il faut revoir tout le système. Est-ce que les constructeurs
sont aujourd'hui, Airbus, Boeing, prêts à cette rupture technologique à partir du moment où, avant cette crise du Covid, les carnets de commandes étaient totalement pleins? Alors déjà, je vais rappeler que les carnets de commandes sont toujours aussi pleins parce qu'il y a eu finalement assez peu d'annulations de commandes. Et je note la même chose chez mes ingénieurs où les stages, par exemple, ont été décalés, mais très peu ont été annulés. Là, sur les compagnies aériennes, c'est pareil. Très peu de commandes annulées, beaucoup reportées, décalées. Et donc, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même un avionneur européen qui vient de faire la preuve de son savoir-faire et qui est en train de déposer des brevets avec une forte volonté. Donc, moi, j'y crois beaucoup. J'y crois vraiment beaucoup. Et vous avez également des compagnies aériennes qui jouent le jeu, qui font des effets d'annonce sans doute dans un premier temps, mais ça dénote quand même une volonté. Je pense à EasyJet qui clame haut et fort que le Paris-Londres se fera en électrique. Je pense que Paris-Londres, ce sera sûrement la première destination électrique en Europe. Avec un avion tout électrique. L'avion électrique vole déjà pour des écoles de pilotage sur des avions de loisirs, sur des avions écoles. Alors, moi j'en avais essayé un dans le sud de la France, ça marche remarquablement bien. Déjà, il y a très peu de pièces en mouvement, donc c'est très fiable. Ça répond au gaz de façon formidable. J'ai vraiment été tout à fait séduit par ce type de machine, un peu comme l'effet Tesla. Quand on monte dans une Tesla, c'est électrique, c'est fabuleux. Reste le problème de l'autonomie. Alors l'autonomie dans un avion, c'est quand même moyen. 5 minutes, 1 heure maximum, Voilà. Faut pas s'éloigner. Faut pas trop s'éloigner, donc ça convient très bien aux avions écoles, parce que généralement on s'entraîne autour de l'aérodrome et puis on s'y repose. Sur un avion en ligne, il va quand même falloir faire la preuve de la fiabilité et de l'endurance de l'avion, de l'autonomie de l'avion. Donc là, il y a quand même une certification à mener. Et comme je le rappelais tout à l'heure, je ne pense pas que le passager soit prêt à céder quoi que ce soit sur la sécurité. En tout cas, j'en ai l'intime conviction. Pour revenir à cette rupture technologique attendue par les compagnies, et on voit effectivement que les constructeurs ont jusqu'à présent un petit peu traîné des pieds, la réponse, dans un premier temps, d'Airbus a été d'améliorer la 320 avec le Neo, et la réponse de Boeing a été le Max avec les déboires qu'il a connus au cours de l'an dernier. Cette fois, ça sera plus possible? Il faudra vraiment passer à autre chose? D'abord, l'avion électrique, c'est un moteur très fiable. Le moteur électrique est très fiable, il y a très peu de pièces en mouvement. Si on compare à un réacteur ou à un moteur à piston, il y a beaucoup moins de pièces en mouvement, donc c'est très fiable. En revanche, c'est vrai qu'il va falloir quand même, le développer. Et puis, on revient toujours sur les fondamentaux. Alors, l'aviation, finalement, c'est très, très complexe, très innovant et très simple. On revient toujours sur le problème de poids. Donc plus on est lourd, plus il faut un moteur puissant, plus il faut un moteur puissant, plus il faut d'énergie, et plus on a d'énergie, plus c'est lourd. Et il faut retrouver ce triangle astucieux qu'on a découvert sur l'avion à hélice de grand-papa, qu'on a eu sur les premiers avions à réaction, et sur les avions modernes, hein, c'est encore le cas. Alors je rappelle quand même que si on veut faire ce qu'on appelle une action disruptive, c'est-à-dire vraiment une révolution, il faut quand même, dans l'aviation, se souvenir que chaque fois qu'on a une révolution, on a eu quand même des risques d'accident. Alors, je pense par exemple au Comet. Le Comet, c'est le premier avion de transport équipé, l'un des tout premiers équipés de réacteurs. On s'est aperçu que la pressurisation faisait éclater les hublots et donc le Comet a été arrêté brutalement. Plus proche de nous, quand on regarde ce qui s'est passé sur le Boeing 737 MAX, il y a une compétition économique Boeing-Airbus. Boeing prend un peu de retard, s'affranchit d'une étape, la sanction est immédiate. Donc ça n'a pas changé. Et de même qu'on a notre triangle de poids-puissance, on a également un savoir-faire qui exige de passer par certaines étapes. Donc l'action disruptive, elle sera sans doute possible sur l'électrique, mais elle va devoir s'accompagner vraiment du carcan habituel, de la sécurité habituelle qu'on a autour de l'aviation. Oui, ça nous emmène au problème de tout ce qui est certification, et ça c'est extrêmement long, d'autant qu'il faut s'accorder à l'échelle de la planète, entre les États, entre les différentes organisations de contrôle. Et c'est vrai, on l'a vu, la FAA américaine n'a pas joué son rôle, elle aurait dû. Donc c'est vrai que là,
en ce moment, on est vraiment sur une rigueur encore approfondie, encore plus forte sur la certification. Et on voit bien que tout avion nouveau va faire l'objet de certifications vraiment très poussées. Il n'y a plus aucune impasse, ni aucune, je dirais, il n'y a pas le moindre marge de manœuvre là-dessus. Et donc, sur un avion qui va utiliser une nouvelle technologie, avec une structure nouvelle, avec une motorisation nouvelle, ça va sans doute être un petit peu long. Après les déboires du MAX, on fera beaucoup plus attention. Ah oui, c'est certain. Oui. Là, c'est certain. C'est vrai que quand vous avez en face de vous Boeing ou vous avez en face de vous Airbus, vous savez bien que les ingénieurs dans ces compagnies sont quand même des maîtres. C'est le meilleur du meilleur. Et donc, il est certain que on a tendance à déléguer. On avait tendance à déléguer. Aujourd'hui, cette délégation n'est plus possible, n'est plus tolérée et ne sera plus tolérable. Donc, on revient sur une vérification et un engagement de responsabilité étatique qui va être plus fort. Ça ne va pas accélérer les procédures, c'est certain. Ce qui s'est passé avec le MAX, Boeing a voulu aller trop vite face à l'arrivée du Neo? Alors c'est vrai que cette compétition autour d'un nouveau moteur qui est fabriqué en France, qui est le LEAP de Safran. Le LEAP de Safran, c'est un moteur avec des matériaux tout à fait nouveaux, beaucoup plus légers, mais il a une petite particularité, c'est qu'il est un peu plus large, un peu plus volumineux. Et donc on peut le placer sous une aile d'Airbus A320 qui a une aile quand même assez haute. Sur un Boeing 737, c'était plus compliqué, donc il fallait changer le calage d'aile, il fallait revoir la ligne anémobarométrique, ce qui n'a sans doute pas été fait dans les règles de l'art. Et donc, des systèmes sont ajoutés pour compenser, systèmes qui n'ont pas été certifiés. La sanction est immédiate, ça n'a pas changé et je pense que ce n'est pas là de changer dans les années qui viennent. Donc, on a bien compris, la certification sur une rupture technologique prendra du temps. Ça va prendre du temps, mais je n'ai pas dit que c'était impossible. Plus simple, l'utilisation, c'est également l'une des pistes étudiées par le secteur, les biocarburants. Bertrand Piccard l'évoquait lors de cet entretien que nous avons pu voir récemment. C'est une piste aussi, c'est une piste beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus facile. Il n'y a pas besoin de changer le moteur sur du biocarburant. C'est vrai, c'est plus facile à mettre en œuvre, encore qu'il faut faire un bilan écologique du début jusqu'à la fin, parce que c'est comme l'hydrogène, il ne suffit pas de prendre l'hydrogène. Si vous prenez le biocarburant seul, l'hydrogène seul, c'est sûr, c'est fabuleux en termes écologiques. Maintenant, il faut le produire, il faut le fabriquer, et donc tout ça, ça prend beaucoup d'énergie. Je suis pas certain qu'on soit prêt à raser des forêts entières pour faire du biocarburant. Donc il faut attendre là aussi des biocarburants de 3e génération pour commencer à avoir des choses qui sont économiquement et écologiquement plus rassurantes. C'est vrai que le biocarburant, c'est ce qui se rapproche quand même du kérosène. Je note quand même, c'est que le kérosène n'a pas encore fini toute son évolution. Je parlais tout à l'heure du LEAP par rapport à l'ancien réacteur qui s'appelait CFM56, qui a été un best-seller absolu, qui a fait merveille. Le LEAP, c'est la succession avec des matériaux nouveaux, beaucoup moins de pièces en mouvement. Et ce même phénomène, eh bien, on est en train de le vivre dans les bureaux d'études. Pourquoi? Parce qu'on va passer sur les gros moteurs des gros avions intercontinentaux vont subir la même modification, la même révolution. Et donc, on est encore en phase de développement des moteurs à kérosène. Voilà, il faut quand même savoir qu'on est quand même là-dessus. Ces moteurs à kérosène vont consommer moins, vont être beaucoup moins polluants, moins bruyants, et donc le même phénomène qu'on a connu sur les avions court, moyen courrier, on est en train de le développer sur les avions long courrier. Donc on peut y rajouter du biocarburant. Et en parallèle de ça, donc, les actions gouvernementales font que les recherches qu'on devait mener successivement sur le biocarburant, sur l'électrique, sur l'hybride, sur l'hydrogène, aujourd'hui on fait tout de front. Et donc, ça va nécessiter beaucoup de travail dans les bureaux d'études, c'est certain, et c'est à la fois extrêmement motivant. On dit toujours, Francis, la dernière goutte de pétrole sur Terre ira dans un avion. Oui, je suis à peu près certain. Et le kérosène, c'est quand même quelque chose d'absolument fabuleux. En densité d'énergie, c'est la façon la plus simple de pouvoir faire une traversée, de pouvoir faire 15 heures de vol. Il y a même des avions qui ont fait Papette Paris direct. Donc, la densité énergétique du kérosène reste quand même tout à fait fabuleuse. Je ne sais pas si on arrivera à l'égaler un jour, peut-être que oui, peut-être que non. On va être absolument optimiste en disant oui, mais ça va quand même prendre un certain temps.
La dernière goutte ira vraisemblablement un avion transatlantique ou Europe-Asie ou USA ou Amérique-Asie, c'est certain. Mais c'est vrai que je pense que la dernière goutte de kérosène sera pour les avions, oui, c'est certain. Je vais reprendre quelques extraits de votre livre. Vous dites que la crise profonde que nous traversons va probablement redéfinir la forme générale de l'avion et celle de l'aviation, ça on l'a bien compris. Il ne s'agit pas seulement d'une mutation technique, mais d'un changement de civilisation. Vous entendez quoi par là? Alors, ça va bien au-delà de l'aviation. Comme tout le monde, pense qu'à la fin du Covid, quand on sera tous vaccinés, hein, c'est une affaire de mois maintenant, il semble-t-il, on va tous se ruer au restaurant et de la même façon, on va tous se ruer sur les voyages parce qu'on a besoin de voyager, parce qu'on a le droit à la culture, parce qu'on a besoin d'aller voir les autres, on a besoin d'échanger. Et je pense que parmi mes 2000 étudiants, à chaque fois je pose la question, qui va voyager à la fin du Covid? Et tout le monde lève le doigt parce que c'est un besoin, parce que c'est naturel. Donc je pense qu'on aura toujours cette envie d'aller voir les autres, d'aller voir comment ils vivent, d'aller découvrir des villes fabuleuses. Donc de ce point de vue-là, pas de changement. En revanche, on va vouloir le faire sans polluer. Donc ça, c'est un changement tout à fait fondamental. Et puis, ça veut dire qu'on va revoir toute notre façon de gérer les flux, les stocks. L'entreprise qui auparavant déléguait souvent ses collaborateurs pour aller sur place, eh bien aujourd'hui, on va avoir la Skype Company ou la Teams Company ou la Zoom Company. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le faire. On a appris très brutalement, on a tous appris à le faire. Zoom, Team. Donc on fait des visioconférences, alors qu'avant on disait oui bon c'est moyen. Aujourd'hui ça marche super bien. Donc ça a obligé les entreprises à réagir. Donc là aussi changement de philosophie. Alors il faut quand même savoir que à peu près 30% des vols actuellement sont faits au profit des entreprises. Ce sont des vols menés pour le travail. Je pense raisonnablement que la moitié de ces vols va se transformer en visioconférence. Ça veut dire qu'on va encore avoir à peu près, en gros sur la globalité, entre 10 et 15% de vols qui vont peut-être être supprimés. Mais quand je vois la demande qu'il va y avoir sur les voyages, ça va être compensé rapidement. Et puis avec le temps, on va rapidement revenir sur des volumes classiques. Il y a quand même un point qui est très important, c'est que on l'avait remarqué par exemple chez les GAFA, pour attirer les talents, il faut quand même être attractif. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, et bien de même on n'attire pas les talents sans avoir des séminaires, des échanges. Les chercheurs par exemple se réunissent des colloques, ils ont besoin de se voir. Et puis les entreprises, quand vous avez une sous-traitance, je sais pas, en Inde, en Chine ou même moins loin, à un moment il faut quand même aller sur place, il faut aller échanger, il faut aller sentir les choses. Moi je dis toujours quand je reçois les candidats, il y a des choses qu'on ne peut pas voir ni dans les plaquettes ni sur Internet, c'est l'état d'esprit, c'est la philosophie, c'est l'ambiance. Ça, c'est valable aussi pour les sous-traitants. Vous arrivez quelque part, vous voyez tout de suite si c'est rigoureux, si ça a été bien fait. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous ne verrez jamais avec une visioconférence. Donc, je sais qu'il va y avoir ce changement. En revanche, c'est vrai qu'il y a une évolution sur les flux, c'est incontestable. Là, on voit que l'aviation cargo, qui avait tendance à mourir tranquillement, a repris un essor qui est quand même considérable. Ça incite à se poser beaucoup de questions autour des flux, des flux de marchandises. On a également les dirigeables auxquels on ne pense pas souvent parce que c'est tout nouveau, mais ces dirigeables, plutôt que d'avoir des tankers, vont aller directement au cœur. Voilà, au cœur. Donc il va falloir redessiner tous ces flux. Et puis il y a un autre phénomène, un dernier phénomène qui m'intéresse tout particulièrement, c'est que vous avez des événements comme les Jeux Olympiques. On dit qu'on ira au Stade de France en avion volant, en taxi volant. On va en parler, oui. Et voilà, donc taxi volant, c'est aussi une autre forme de philosophie. Plutôt que d'aller perdre 2 heures dans un bouchon, que ça consomme forcément, ça ne fait pas plaisir à Madame Hidalgo, eh bien on pourra peut-être avoir des espaces où ça prendra 10 minutes, 15 minutes, et donc on polluera moins. Ça va poser un problème de trafic. Alors là, il va falloir gérer le trafic. Là aussi, changement de philosophie. Et d'ailleurs, on le voit,
hein, si vous regardez un Airbus A320 de 1990, il avait déjà tous les ordinateurs, un tableau de bord, etc., mais il avait des capacités de calcul qui étaient quand même très faibles par rapport ne serait-ce qu'à mon smartphone. Et donc, ces capacités de calcul, maintenant, on les met à profit pour optimiser les descentes. Alors, vous vous souvenez, Frédéric, qu'il y a quelques années, on n'aimait pas trop ça parce que souvent, ça allait à l'encontre de la sécurité des vols. On n'aimait pas trop les optimisations. Aujourd'hui, on peut le faire en toute sécurité. Voilà. Donc maintenant, il faut y aller. Voilà. Voilà. Et donc, eh bien, on va optimiser aussi ces essaims de taxis volants pour aller au Stade de France, de la méthodologie et surtout le savoir-faire aéronautique qu'on dispense dans nos écoles. Voilà. Ce savoir-faire aéronautique, cette sécurité, cet état d'esprit, voilà, si c'est bien fait, ça va être remarquable. Voilà. Il faut le faire par des spécialistes. Donc le taxi volant, vous y croyez? Taxi volant qui sera autopiloté? Alors autopiloté, certainement, et électrique, certainement. Alors ça pose un autre problème. Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt, que ce soit un taxi volant ou un avion ligne, à monter dans un avion sans pilote? Est-ce que, sociétalement parlant, le voyageur y est prêt? Et déjà, quand il n'y a qu'un seul pilote, on aime moyennement. Hein. L'avion sans pilote, il y aura peut-être quand même un accompagnateur, ce qui laissera quand même 3 ou 4 places. C'est la même chose que dans un taxi. Un gestionnaire de système, c'est sûr que monter dans un avion sans pilote, je pense qu'il n'y a pas grand monde, ne serait-ce que parce que la météo change à chaque minute. Aucun aviateur n'acceptera, conseillera de monter dans un avion sans pilote. Néanmoins, on peut très bien avoir un gestionnaire qui va accompagner tout le monde, comme on l'a dans un taxi. De même qu'on a du mal à lâcher le volant de la Tesla ou de la Mercedes, ça rentre quand même dans les mœurs petit à petit. Donc il faut y aller avec prudence. Et voilà, on a eu l'action disruptive, je ne touche plus à mon volant. Aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs. Dans 10 ans, on dira, mais comment on a pu tenir le volant pendant des décennies? Ça, c'est l'un des thèmes que vous abordez dans le livre, la confiance. La confiance, voilà. Tout repose sur la confiance. Voilà, la croyance et la confiance. La croyance, c'est un peu là on touche au ciel, on touche à des choses qui sont quand même tout à fait, qui sont d'une autre dimension. Mais voilà, la confiance, c'est à la base de tout. D'ailleurs, ce qui fait la réputation d'un système quel qu'il soit, c'est la confiance qu'on y met. La voiture, l'avion. Aujourd'hui, le principal écueil, je dirais, de la remise en service du 737 MAX, c'est la confiance. Alors, je suis certain, moi, qu'il vole très bien, maintenant qu'il a été examiné dans tous les sens par les meilleurs ingénieurs mondiaux, je suis certain qu'il vole très bien. De là à ce que ma fille monte dans le MAX, voilà, elle va hésiter. Moi, j'aurais pas de souci avec ça, mais elle va sans doute hésiter. Et c'est ce qui compte, en fait. La confiance, c'est très important. J'aimerais revenir sur les plateformes de visioconférence qu'on a abordées un instant, Zoom, Teams. Vous dites dans le livre qu'ils peuvent être désormais considérés comme des compagnies aéronumériques qui seront directement en concurrence avec les compagnies aériennes. Eh bien nécessairement, puisque les déplacements qu'on menait, je dirais, sans trop se poser de questions, aujourd'hui, on a la preuve que ça marche sans se déplacer. Donc ça fait gagner du temps, parce que le trajet est lourd. Donc c'est certain qu'on va avoir une forme de compagnie aérienne, une concurrence, hein, de même qu'on a eu la concurrence avec le TGV. Aujourd'hui, on va l'avoir avec la compagnie, avec la Teams Company ou la Zoom Company. Donc ça, il ne faut pas lutter contre ça, parce que ça serait idiot d'aller à l'encontre de ce genre de choses. Mais en même temps, il faut faire avec, il faut l'accompagner. Et en même temps, on sait que le bilan carbone, le numérique pollue énormément. Donc là, il n'y a pas quelque chose de... Alors, moi, je dis toujours à mes étudiants, ok, vous avez maintenant un état d'esprit autour de l'écologie, le respect de l'environnement. Est-ce que vous êtes prêt à supprimer votre smartphone là tout de suite? Parce que c'est ce qui pollue le plus finalement. C'est 9% des émissions de CO2 numérique. C'est énorme. Contre 2,5% à l'aviation. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à vous en séparer? Non, certainement pas. Donc là, il ne faut pas non plus, faut pas brusquer les gens, il ne faut pas brusquer les choses, faut les accompagner, il faut les guider. Moi, je rappelle que, par exemple, la voiture électrique, si tout le monde avait une voiture électrique, en France, c'est 18 centrales nucléaires.
C'est l'équivalent de production de 18 centrales nucléaires. C'est pas rien quand même. Donc avant que tout le monde essaie sa voiture électrique, les millions de voitures en France avant qu'elles soient électriques, il faut quand même se poser la question. Qu'est-ce qu'on veut faire? Oui, qu'est-ce qu'on veut faire et quel est au final le réel impact environnemental? Le réel impact. Alors on a bien suivi ça avec les batteries fabriquées à base de centrales au charbon. C'est un désastre écologique. Donc voilà, il faut prendre tout de bout en bout. Voilà, si on prend qu'une seule partie du problème, on va dans le mur, c'est certain. Pour vous, l'avion idéal du futur, de demain, il serait comment, Francis? Alors, pour moi, l'avion idéal, c'est un peu comme le smartphone idéal. On y met de l'eau et ça avance. Voilà, ça sera une hydrolyse. Donc c'est l'hydrogène. Voilà. Mais on mettra directement de l'eau dans l'avion. Je suis certain que ça arrivera un jour. Peut-être pas tout de suite. On sera seul dans cet avion? Oh, peut-être pas, non, peut-être pas. Non, on voyagera. Enfin, on sera seul, on sera, ce qu'on disait à l'instant, on sera sans pilote? On sera sans pilote, certainement, oui. Certainement. Je suis en train de scier la branche sur laquelle je suis assis, puisque je suis un ancien pilote. Hein. Enfin bon, il ne faut pas non plus... ça se fera progressivement et sans violence, sans brutalité. Voilà. Si on devait résumer en quelques lignes les principales idées de cet ouvrage, les 4 grandes lignes, ce serait quoi? Alors, si on doit résumer l'ouvrage, d'abord c'est un espace où j'essaie de rassembler la totalité des énergies de demain. Voilà, l'avion de demain. J'ai cherché, évidemment, je cherchais par exemple des informations sur les biocarburants, puis après on cherchait un projet sur un avion hybride. Je dis mais il n'y a aucun endroit où on rassemble tout, où on a une vision panoramique. Voilà. Et bien dans ce bouquin, je donne des idées en essayant de rassembler le maximum de ce que j'ai vu, de ce que je pense pouvoir découvrir dans les années qui viennent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en même temps rassurer. Voilà. Moi, je suis convaincu que la reprise, d'abord, elle va être plus rapide que ce qu'on dit. J'ai vu l'interview du patron d'Avico récemment. Voilà, elle sera brutale. Ben, je partage tout à fait son avis. Je pense qu'elle va aller beaucoup plus vite que prévu parce que dès qu'on va avoir le feu vert de la fin de vaccination ou d'un volume suffisant de vaccination, qui va se traduire très simplement par l'ouverture des visas pour aller aux États-Unis en Chine, là, je pense que ceux qui auront survécu, là, vont retrouver une santé très rapidement. Hein. C'est la même chose pour les restaurants. Hein. C'est le restaurant qui aura survécu à la crise. Et c'est sûr que ça va marcher parce qu'on en a tous besoin, on en a tous envie. Donc voilà, donc je veux rassurer dans ce livre. L'idée, c'est bien de rassurer. C'est aussi troisièmement, de dire qu'on a eu des idées par le passé qui n'ont pas marché, mais qui pourraient peut-être remarcher. Il va peut-être se passer des choses. On parle par exemple de l'hyperloop. Bon, pourquoi pas, c'est très intéressant, une autre forme de choses. Vous avez le Vendée Globe qui arrive aujourd'hui, mais ce sont quasiment des avions volants sur lesquels je suis certain qu'il y a des ingénieurs en aéronautique qui se régaleraient là-dessus. Et d'ailleurs, on commence à avoir beaucoup de projets autour de ces bateaux volants et il faut que ça se propulse. Et puis enfin, voilà, c'est de donner toujours cette foi, parce que je suis un aviateur, vous êtes un aviateur, Bertrand Piccard, voilà, les passionnés de l'aviation, ils prennent le relais quand voilà, il y a un tourbillon, il y a de la turbulence, nous on adore ça parce que finalement c'est ce qui va redonner le boost. Alors j'ai vu récemment qu'il y avait une centaine d'étudiants là sur le Shift Projet qui avaient dit voilà, les écoles, là, nous sommes des étudiants en aéronautique, il faut que nos écoles changent notre façon de faire. Ok, moi je relève le défi. J'ai commencé à y réfléchir. C'est-à-dire changer notre façon de faire. Il faut changer notre façon de développer les avions. Il faut qu'on ait beaucoup plus de développement durable. Il faut que ça soit maintenant intégré et non plus que ça fasse l'objet juste d'un cours. Il faut que maintenant ça soit réparti sur la totalité du cours. Il faut qu'on imagine d'autres façons de fabriquer. Ok, moi je relève le défi, ça m'intéresse. J'aime bien quand on me bouscule comme ça. Donc, leur dit voilà, il y a des directeurs d'école, des directrices d'école qui ont envie de relever le défi. La première étape, c'est déjà de faire un point de situation et de voir vers où on pourrait aller. Et puis, c'est de susciter aussi des réactions, parce que ça ne prétend pas être exhaustif, cette affaire-là. Et donc, j'attends de tous ceux qui vont réagir à ce bouquin, qui me disent « mais non, c'est pas comme ça ». Voilà, de la contradiction, moi, ça me va bien. Les écoles et les industriels en ont les moyens aujourd'hui ?
Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a une période difficile parce que quand on est dans une crise pareille, je rappelle quand même que les entreprises de l'aéronautique, souvent, eh bien, touchent l'argent quand l'avion est livré. Hein. Tant que l'avion n'est pas livré, eh bien, l'argent ne rentre pas. Et pour autant, il faut continuer à payer les collaborateurs, il faut continuer à payer les frais, etc., etc. Donc, il y a eu un vaste mouvement de préservation de trésorerie, ce qu'on comprend bien aisément. Nous, on a tremblé pour ces entreprises, alors à la fois les grands groupes, mais également tout ce tissu de PME qui souffre. Hein. Donc, je trouve qu'on ne pouvait pas faire mieux que ce qui a été fait là. Vraiment, je l'affirme, hein, difficile de faire mieux. Et en même temps, voilà, ces trésoreries, elles permettent de passer l'obstacle. Maintenant, on commence à voir la lumière du bout du tunnel, même si ça ne va pas assez vite, même si on voudrait que ça aille beaucoup plus vite. Ok, on voit que Sanofi, hier, se lance aussi dans la production. On voit qu'il va se passer des choses, donc ça va aller vite. Je pense que ça va aller vite. Et c'est vrai qu'on va rejoindre 2022, 2023, 2024, et on reviendra à un cycle où on va se plaindre qu'on manque de monde pour fabriquer parce que c'est difficile, etc. Mais c'est vrai que cette période a été merveilleuse et que la prochaine, elle risque d'être encore bien mieux que celle-là. Donc, pour rester très optimiste. Ah oui, mais attendez, les fondamentaux, ils sont quand même là. Moi, je vois 7300 Airbus à fabriquer. Il va bien falloir les faire, ces avions. Ils sont vendus. Les compagnies, évidemment, celles qui étaient les plus fragiles n'ont pas résisté. Il y a des modèles économiques qui se sont effondrés, il faut le dire. Hein. Mais celles qui restent sont très solides. Les avions à fabriquer, ils sont là. Le 737 MAX, c'est quand même à peu près 3500, 737, ça veut dire 7000 moteurs. Safran, ça les intéresse, 7000 moteurs. Moi, ça m'intéresse parce que je travaille beaucoup avec Safran, avec Thales. Voilà, donc oui, moi je suis très optimiste parce que les fondamentaux, trouver une industrie avec un tel carnet de commandes, moi je ne connais pas. Hein. Je ne connais pas d'autres. Et une industrie aussi résiliente, surtout. Et une industrie résiliente. Alors, c'est quand même une industrie qui est très sujette. On pourrait avoir une vague d'attentats, on peut avoir une épidémie, on a eu le SRAS, on l'a vu. En 2001, on a eu la crise des subprimes. Celle-là, elle est particulièrement redoutable. C'est la pire. C'est la pire. Mais on voit qu'elle est résiliente et ça va, et on va s'en sortir parce qu'il y a eu une mobilisation générale, les commandes étatiques, la recherche, voilà, donc tout ça, mis bout à bout, ça fait une charge de travail qui est quand même impressionnante. Bon, on est prêt à retrousser nos manches, en tout cas mes jeunes, moi, ils sont dans les starting blocks, il n'y a pas de souci. Alors, dans cette course à la rupture technologique, à l'avion du futur, l'avion de demain, est-ce qu'on restera sur un duopole Airbus-Boeing ou est-ce qu'on peut aujourd'hui y associer la Chine? Par exemple, on parle beaucoup de la Chine, est-ce que les Chinois sont prêts? Alors, oui, on y associe la Chine, même si la Chine n'est pas aussi avancée qu'on le prétend. Enfin, l'analyste que je suis va vous dire que Airbus et Boeing ont quand même un savoir-faire qui est quand même absolument extrême. Fabriquer un moteur, ça reste extrêmement compliqué. On a la chance ici, à quelques kilomètres d'ici, d'avoir un champion national qui s'appelle Safran, qui fait quand même des moteurs, qui va du M88, qui va vers le LEAP, qui est aussi partie prenante dans la fabrication des moteurs de fusée. Enfin, je veux dire, il y a quand même très très peu d'industriels capables de faire ça. Rolls-Royce, c'est peut-être pas à un niveau aussi avancé, hein, même si Michel Dubarry, qu'on connaît tous, hein, qui est une très très grande figure de l'aéronautique aussi, arrive à nous démontrer que c'est une très très belle entreprise. Les Américains, Pratt & Whitney, General Electric, bon, il reste quand même très peu de monde à savoir faire des moteurs très très pointus. On voit bien que les Chinois essayent d'acquérir de la technologie russe, essayent d'acquérir une certaine forme de technologie là-dessus. Ils y arriveront peut-être un jour. En tout cas, moi, ce que je constate quand même, c'est que quand je vois la difficulté qu'ont les Japonais, qui est quand même un pays très en pointe technologiquement, enfin c'est quand même faramineux. Une nation aéronautique, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont quand même eu énormément de mal. Ils ont même échoué à qualifier un Mitsubishi quand même. Donc c'est quand même quand le Japon n'y arrive pas, je commence à me poser des questions quand même. C'est donc quand même il y a un savoir-faire qui est transmis et ça on le mesure pas. Et il faut absolument que nos politiques, il faut absolument qu'on les matraque là-dessus, parce que là, on a un vrai savoir-faire. Un pays qui est quand même petit, 60 millions d'habitants par rapport au reste, qui arrive à tout faire. De l'avion de chasse, de l'avion de transport, de l'hélicoptère, du missile, de la fusée.
Les moteurs, les tableaux, enfin, je veux dire, il n'y a quasiment pas de pays qui ont ça. Il n'y a que les Américains qui ont ça. Les politiques n'ont pas suffisamment confiance, nos politiques. Parce que je pense que nos entreprises de l'aéronautique ont toujours du mal à communiquer. C'est pas dans les gènes, et on revient au départ. Ont du mal à communiquer, c'est pas dans les gènes. Nous, on est dans un monde de planche à dessin où on a des idées, parce que l'aéronautique, c'est un doux mélange entre les fondamentaux, voilà, il faut de la robustesse, maths, physique robuste, sinon l'avion tombe par terre, et l'innovation la plus extrême. C'est un peu le grand écart, c'est le paradoxe total. Et j'aime à rappeler ça parce que ça veut dire que l'ingénieur, il est à la fois, il a des fondamentaux auxquels il n'échappe pas, et en même temps, il est sur de la haute technologie la plus extrême, et donc ça fait toujours des mélanges extrêmement savoureux. Et voilà, donc ça, c'est un savoir-faire typiquement français. Voilà. Je trouve que la mentalité française, elle s'adapte merveilleusement à l'aéronautique et au spatial. On peut être rassuré sur la Chine. Pourtant, ça va très vite, la Chine. Oui, ça va très vite. Alors, ils ont développé des avions régionaux, avec Comac notamment. Oui. Mais enfin, il n'est quand même pas au niveau de nos Airbus. Hein. Pour le moment, il commence à être commercialisé uniquement dans des compagnies étatiques. Il n'a pas fini ses essais en vol. Bon, on commercialise avant la fin des essais en vol. On a connu ça en France dans les années 50, en post Deuxième Guerre mondiale. Donc il fallait relancer l'industrie. Je relisais dans le Fana de l'aviation, un magazine formidable. On a vendu des avions sans même qu'ils aient volé complètement. Bon, on les a vite arrêtés parce qu'il manquait quand même une petite étape. Bon, je pense qu'en Chine, ça va très vite quand même. Hein, je pense que j'ai lu que les Chinois sortaient une Tesla low cost ou l'équivalent. Hein. Donc ils sont capables de le faire. Sur l'aviation, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Il suffit pas d'ouvrir un moteur et de regarder tout ce qui se passe. C'est quand même ce qu'ils font avec Airbus. On sait qu'ils assemblent des Airbus. Voilà, il est certain. Et puis on sait qu'ils savent aussi démonter et observer. De là à le construire, c'est un autre savoir-faire aussi. Et celui-là, on l'a. Est-ce qu'il y aura un frein de la part des autorités américaines, européennes, les EASA et la FAA, à ne pas certifier justement ces avions chinois, enfin à laisser beaucoup plus de temps? Est-ce que ce sont des avions qui resteront sur un marché local, régional? Je pense qu'à terme, il faut être réaliste. Hein. Il faut pas renier une concurrence parce qu'elle va être réelle quand même. Hein. Dire que les Chinois n'arriveront jamais, ça serait idiot de ma part. Dire que les autorités vont être particulièrement regardantes, c'est certain. Hein. On l'avait déjà vu avec les avions russes qui avaient une fiabilité relative. Donc les avions chinois, ils seront examinés à la loupe, c'est certain. On sait aussi que le même terme est utilisé pour dire étudier ou pour dire copier, donc voilà. Mais on a quand même une sacrée longueur d'avance, et cette longueur d'avance, avant de la rattraper, il va se passer quand même du temps. Enfin, je signale quand même que si on prend dans la population, on se dit qu'il y a 1% de génie dans une population quelle qu'elle soit, en Chine, ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait du monde. Donc ça va très vite. Je rappelle aussi que les dirigeants chinois sont tous des ingénieurs et font quand même avancer leur pays à une vitesse redoutable, remarquable. Donc voilà, donc, ne sous-estimons pas cette possible concurrence. Pour moi, elle ne va pas intervenir dans les 10 ans qui viennent, mais il faut quand même se poser la question par la suite. Donc il faut être très performant, il faut innover, parce que c'est par l'innovation le développement durable, où il semblerait quand même que ce ne soit pas un point fort de la Chine. Hein. Donc voilà, on a des choses quand même tout à fait convaincantes à mettre en avant. Il y a d'autres nations qui pourraient émerger. On parlait un temps du Brésil, c'est plus le cas aujourd'hui. Alors c'est vrai que le Brésil, moi j'ai eu beaucoup de partenariats avec les entreprises qui étaient avec les partenariats avec les universités qui travaillaient pour Embraer. C'est vrai qu'Embraer a développé des produits très intéressants. Il est vrai aussi qu'Embraer a failli être repris par Boeing, ça ne s'est pas fait. Il souffre économiquement parlant, c'est certain. Donc Embraer en ce moment, ils sont en train de rechercher un second souffle, hein, tandis que Airbus rachetait les avions commerciaux de Bombardier, Boeing a essayé de faire la même chose qu'Embraer, ça n'a pas trop marché. Bon, c'est un petit peu plus complexe. Je pense que c'est une entreprise qui souffre, mais ceci étant, ils font des produits remarquables. Alors une dernière question avant de passer au chat des étudiants. On a un Concorde devant nous. Est-ce qu'on aura un jour un nouvel avion supersonique ou c'est fini ?
Je me souviens, il y a quelques années, ça devait être dans les années 2004-2005, c'est Dassault qui avait présenté un avion d'affaires supersonique. Bon, ça s'est pas fait. Est-ce que maintenant, on serait pas plutôt sur une démarche différente, c'est-à-dire on accepterait de mettre 2h30 au lieu d'1 heure, mais à condition de ne pas polluer. En ce moment, je suis pas très optimiste sur l'avion supersonique. Je peux pas dire que ça n'existera pas un jour, mais la nuisance sonore avec le bang, bon, tant qu'il n'y avait que quelques Concorde, il n'y avait pas de conséquences. S'il y a beaucoup d'avions supersoniques, ça sera sans doute une autre affaire. En même temps, il ne faudra pas un avion qui consomme énormément pour transporter une dizaine de passagers. Ce sera difficile à traduire. Donc, je vois ça plutôt sur un avion très très haut de gamme pour faire ce que faisait le Concorde finalement. Les moteurs, pour le moment, on n'est pas. On les a pas. On les a pas. Du supersonique sur la courte durée, mais. Non. Et je pense que les moyens vont être mis dans la recherche autour de l'hybride, de l'électrique. On ne peut pas développer en même temps un super moteur. Souvenez-vous, hein, le Concorde, c'était l'Olympus. L'Olympus, c'était parce qu'il y avait un avion de chasse britannique qui l'utilisait. Hein. Voilà. Bon. Donc, il y a bien quelques startups qui travaillent. C'est bien de travailler dessus parce qu'il y a de l'aérodynamique. On dit que c'est grâce au Concorde qu'Airbus a existé. Parce que tout le travail qui a été mené sur le programme européen, entre guillemets, avec les Anglais. Voilà, et puis on a découvert toute une métallurgie, tout un aérodynamisme. Toute une série de technologies, l'ABS de nos voitures, le Teflon, les premières commandes électriques. On le doit au Concorde. Donc ce sont des bons projets quand même. Sans Concorde, on n'aurait jamais eu Airbus et toutes ces technologies développées. On va passer au chat. Alors allons-y. Avec une première question. Que pensez-vous de l'avenir des drones pour le travail aérien dans l'aviation de demain? Eh bien, les drones, c'est une très bonne question. Les drones sont utilisés d'ores et déjà. Alors, à peu près aux 3/4, c'est pour faire du média. Hein. Frédéric, il travaille pour la télévision pour faire des films. Ça, c'est à peu près les 3/4 d'activité. Il y a des activités extrêmement intéressantes. La surveillance de barrages, la surveillance de lignes électriques, la surveillance de systèmes qui nécessitaient auparavant un hélicoptère. Bon, un hélicoptère, c'est quand même un coût à l'heure de vol qui peut être très élevé. Hein. Ça peut aller à plusieurs milliers d'euros. Il est certain que c'est plus facile d'envoyer un drone. Le drone, on n'a pas encore vu un développement. C'est Amazon qui vous livre sur votre terrasse en drone. Voilà. Moi, je pense qu'il faut regarder ça. J'ai travaillé il y a 2 ans avec Kuehne+Nagel sur des inventaires dans des entrepôts de très grande dimension, où le drone devait reconnaître le QR code, le code barre, voire de la visio quand on n'arrivait pas à déterminer les deux, sur des hangars de 50 000 m², sur des dizaines de mètres de hauteur. C'est très intéressant. Donc on est loin d'avoir tout découvert sur le drone. Et puis je vois que Parrot va être sauvé par des commandes étatiques. Donc Parrot, c'est pas très loin d'ici. C'est une superbe entreprise qui faisait sans doute le meilleur casque audio qui soit, mais qui n'a pas pu le commercialiser faute d'argent. Moi, je crois beaucoup. Je sais que ce sont des ingénieurs qui ont un vrai savoir-faire. Donc le drone, on est loin d'avoir tout découvert. Alors, deuxième question, quid du poids des batteries? On en a parlé du tout électrique, de leur recyclage, de leur durée de vie post-utilisation et de l'énergie nécessaire pour la fabrication. On en parlait tout à l'heure, finalement, le bilan carbone, le bilan... Il n'est pas établi. Il est même désastreux. Il n'est pas établi. On voit déjà que sur les voitures hybrides, il y a un retournement parce que les voitures hybrides qui ne sont pas rechargeables, on dit que maintenant c'est un gouffre énergétique. Il y a encore quelques mois, on disait que c'était merveilleux. Donc, c'est pas du tout... Le bilan n'est pas fait. Comment fabrique-t-on ces batteries? Si c'est pour les fabriquer avec des centrales à charbon, autant dire qu'on arrête tout de suite. Et puis se pose en effet les matériaux sophistiqués, difficiles à trouver. Si c'est pour aller ruiner l'Afrique pour sortir ces matériaux, c'est pas la peine. Hein. Nous, on joue pas là-dedans. Hein. L'éthique de l'ingénieur aujourd'hui, c'est devenu vraiment, ça l'était, mais c'est encore plus fondamental aujourd'hui. C'est incontournable. Donc cette éthique, on peut pas fabriquer des choses. Si c'est pour aller ruiner la forêt amazonienne, c'est pour aller ruiner les mines africaines, c'est pas la peine. Ça n'intéressera pas les ingénieurs aujourd'hui. Alors une autre question. On avait
Je souhaite savoir si les pilotes peuvent se faire remplacer par des robots. On parlait de l'avion. C'est une bonne question. Alors, sans pilote, on n'y est sociétalement pas prêt. On n'y est sociétalement pas prêt. Alors pourquoi on n'y est pas prêt? C'est vrai que maintenant dans un avion il y a énormément d'automatisme. Hein. On peut faire du décollage à l'atterrissage sur certains vols, on peut le faire en automatique. Nous on a toujours tendance à dire tant que les nuages seront pas cubiques, l'aviation sera pas carrée. Et donc, il y a quand même un phénomène aéronautique qui se passe, c'est que la météo change à tout instant et qu'il n'y a pas deux atterrissages sur le même aéroport qui se passent de la même façon. À partir de là, on n'a toujours pas inventé le robot qui est capable, ou l'intelligence artificielle qui est capable de s'adapter aussi vite que le cerveau humain. Ça reste quand même tout à fait saisissant de voir la cognitique. Le cerveau humain, ça reste quand même une intelligence qu'on n'arrive pas à compenser. Est-ce que ça arrivera pas un jour? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour le moment, on est plutôt sur de la recherche en la matière. Alors, une question qu'on n'a pas abordée tout à l'heure, on parle de l'avion à hydrogène, mais pourquoi ne pas directement passer à l'avion nucléaire? Alors l'avion nucléaire, il y a eu dans les années, il y a quelques dizaines d'années, on a eu un réacteur nucléaire qui faisait 6 tonnes, qui a été même avionné, hein, qui a été utilisé, alors essai au sol, il y a des films qui sont sur Internet qu'on peut voir, donc ça existe bien sûr, puisque un avion à réaction, on comprime de l'air, il y a un effet de réaction, on peut le faire par un compresseur, pourquoi on ne pourrait pas le faire par du nucléaire? Ça a été fait, donc ça marche. Bon. L'idée à l'époque, c'était la fin de la guerre froide, on était encore en pleine guerre froide plutôt. Donc on avionnait le réacteur nucléaire et l'avion pouvait voler pendant des dizaines d'heures. Bon, mais un avion, ça peut quand même, surtout un avion de guerre, ça peut quand même tomber. Et puis donc là, des risques non négligeables. On se souvient qu'il y avait un B-52 qui s'était crashé en Espagne. Ça fait beaucoup de pollution. Donc restons prudents là-dessus. Il faut regarder, pourquoi pas. Il y a peut-être un moyen de faire quelque chose de très très sain, très safe. Peut-être qu'on pourrait utiliser ce système plutôt pour transformer l'eau et séparer l'hydrogène. Pourquoi pas. Il y aura peut-être on voit qu'il y a des emplacements et des entreprises qui se lancent là-dedans, comme l'Air Liquide et comme Total, sur vraiment des sites très très importants pour synthétiser l'hydrogène. Donc ça c'est important. Le moteur en lui-même, le moteur nucléaire sur l'avion, avionné sur l'avion, j'y crois pas vraiment. Ça existait, donc bon. Je reste quand même, un avion ça peut quand même en coton. Oui. Tant qu'on ne sera pas à zéro en termes de risque, on ne le fera pas. Là, on est déjà à 10-6, hein, donc c'est un problème tous les millions de vols. C'est déjà remarquable, ça va quand même être difficile de descendre en dessous de ça. Alors, on a une question sur la formation. Se lancer aujourd'hui dans une formation aéro, est-ce que c'est une bonne idée? Ah ben, moi, je peux vous dire, autant les uns et les autres travaillent, constatent la difficulté d'aujourd'hui. Et moi, je travaille à 3 à 5 ans. Hein. Je veux dire que moi, je me pose la question inverse. Je dis, je ne sais pas comment je vais faire dans 3 ans. On va manquer d'ingénieurs. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que ça va repartir. C'était déjà le cas il y a 2 ans. Il y a 2 ans, moi, je ne savais plus fournir parce qu'on forme en gros 4 à 500 ingénieurs et à peu près une cinquantaine de bachelors chaque année. On avait des demandes en tous sens. Il manque en France, avant la crise, il manquait à peu près 10 000 ingénieurs. Après la crise, il en manquera à peu près 20-25 000 ingénieurs. En Allemagne, il en manque 40 000. Et on n'en forme pas assez. On ne forme pas assez d'ingénieurs. Donc on va manquer d'ingénieurs. Donc si vous voulez, l'ingénieur aéronautique, il sait tout faire. Il sait traiter des matériaux, il sait traiter de la thermodynamique, il sait traiter des systèmes, il sait traiter du cyber. Et donc, il peut le plus, peut le moins. Quand on sait le faire sur les 3 dimensions, c'est le faire sur les 2 dimensions. On va également manquer de main-d'œuvre. Oui. Je pense que des ingénieurs. On va manquer de main-d'œuvre, on va manquer du bac-5 au bac+5. On va revenir à une situation, en 2024, on sera dans la situation de 2019, mais en pire.
Pourquoi? Parce qu'on aura fait partir toute une génération d'hommes et de femmes très qualifiés et pour sauver la trésorerie des entreprises, parce que sinon c'est l'entreprise qui disparaîtrait, on le comprend très bien. Ça veut dire que dans 3-4 ans, on va être sur une tension RH qui fait que les entreprises vont avoir du mal à avoir une croissance à cause de la tension RH. Et ça, je ne crois pas que ce soit la Skype Company qui pourra changer quoi que ce soit. Ce savoir-faire-là, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, moi je me pose la question, voilà, comment je vais faire dans 5 ans, je ne sais pas. Mais je suis certain, c'est que tout le monde va être placé très très vite. Et il y aura du travail pour tout le monde. Ah oui, ça c'est certain. C'est certain. L'hydrogène, l'hybride, le tout électrique dans l'aviation légère, ne pensez-vous pas qu'il faudrait d'abord revoir les générations de nos flottes grâce aux technologies déjà existantes? On parlait de l'avion électrique en aviation générale, ça existe déjà. Oui, ça existe déjà. Mauboussin fait enfin, on a des tout petits avions. Des petits avions, fait voler un Cessna Caravan voilà, électrique. Voilà, oui. donc ça existe. C'est vrai qu'on peut déjà améliorer sans doute la pollution avec des moteurs, c'est comme sur les voitures. Hein. Alors après, il faut se poser la bonne question. On dit souvent que la voiture qui est la plus écologique, c'est celle qu'on a déjà. Voilà. Parce que fabriquer, changer régulièrement, ça peut aussi avoir un impact écologique, donc il faut le traduire. C'est vrai qu'on a maintenant des moteurs qui polluent beaucoup moins, qui sont extrêmement performants, qui fonctionnent avec des énergies qu'on connaît, qu'on maîtrise parfaitement. Et c'est vrai que là, on se fixe, c'est vrai, une échéance plus lointaine, plus lointaine. Alors, une autre question, à quoi bon fabriquer des avions plus propres dans nos pays si c'est pour revendre nos avions plus polluants aux transporteurs des pays émergents? Ça, c'est faux. Ça n'existe plus aujourd'hui. Non, ça n'existe plus, ça. Je vois que les pays émergents achètent ou louent des avions neufs, naturellement. D'ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, un Airbus neuf, ça, c'est pas économiquement très onéreux. Ce qui est très onéreux, au contraire, c'est la maintenance d'un avion ancien. Ça coûte une fortune et aucune compagnie ne peut survivre à ça. Donc, les compagnies qui survivent aujourd'hui, quel que soit, je viens de voir qu'il y a une compagnie africaine qui achète des avions neufs, donc il n'y a pas de... ça c'est faux, c'est plus vrai du tout, ça c'est une vision ancienne. Une question sur l'environnement aussi, selon Jean-Marc Jancovici, qui était très impliqué dans la Convention citoyenne. La crise climatique ne nous laisse pas jusqu'en 2035 pour agir et déployer de nouveaux appareils. Que pensez-vous des mesures de sobriété immédiate qu'il propose aux compagnies aériennes? Bon, on sait qu'il y a eu un peu de lobbying là, de ce côté-là, de la part... moi je dis qu'on a aussi le droit à la culture, on a le droit à l'échange. Moi je constate quand même qu'on a, depuis plus de 60 ans, on n'a pas eu de guerre. Pourquoi? Parce qu'on rencontre les autres, parce qu'on voit les autres, parce qu'on connaît les autres, que c'est un droit aussi. Donc, ok, on peut arrêter de voler, on peut arrêter de tout faire, on peut aussi se cloîtrer chez soi et puis ne plus rien faire. Je pense pas que ce soit dans la tendance actuelle des générations qui arrivent, ne serait-ce que déjà par notre génération. Nous, on a besoin de cette ouverture, on a envie d'aller voir les autres, on a envie de tendre la main vers les autres. Donc, oui, alors c'est sûr qu'on peut utiliser peut-être le TGV quand c'est possible, pourquoi pas, bien sûr. C'est ce qu'on fait déjà, on n'a pas attendu les choses. C'est vrai qu'on regarde à moins polluer, c'est vrai qu'on fait très attention à ça, alors qu'il y a encore 10 ans, c'était vraiment le cadet de nos soucis. En même temps, moi, je trouve que voilà, le droit à aller voir les autres, le droit que les autres ont à venir nous voir aussi. Voilà, ces échanges, c'est ce qui fait la saveur de la vie et ce qui fait que connaître l'autre, c'est le moyen de l'accepter aussi. La Convention citoyenne, justement, a fait des propositions très fermes, très strictes, 150 propositions, qui étaient d'interdire, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque d'explication aux membres de cette Convention citoyenne qui... On ne leur a pas assez expliqué comment ça fonctionnait, quels étaient les enjeux économiques, environnementaux, pour avoir des mesures, des prises de position aussi tranchées? Eh bien, moi, je dirige une école, mais je suis aussi à la tête c'est aussi une PME. Voilà. Donc, il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on peut. Si on décrète les choses de façon très tranchée, de façon brutale, ça ne peut pas marcher. Je préfère qu'on
on favorise les choses. Je préfère qu'on lance des projets autour de la recherche, qu'on finance de la recherche, plutôt que d'interdire. Parce que l'interdiction, d'abord, c'est pas dans les mœurs, c'est pas dans les gènes que l'on a en France, on n'aime pas ça. Moi je préfère qu'on suscite. Quand je dis qu'est-ce qu'on fait pour attirer les gens vers le RER ? Voilà, on améliore, on aménage, on rend les choses agréables, on nous donne envie d'aller vers le RER. C'est pas en interdisant la bagnole, c'est pas... Non, c'est pas ça. Il faut susciter les choses et il faut convaincre. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu Nils Harelstrup l'autre soir là sur France 2, j'ai trouvé ce qu'il disait, c'était remarquable. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une société qui est érudite, qui a mené beaucoup d'études, qui est capable de comprendre des phénomènes extraordinairement complexes. Je le constate tous les jours. Je crois qu'il faut expliquer les choses et c'est comme ça qu'on va réussir à convaincre à aller vers le développement durable. C'est pas en interdisant. Je crois que là, si aujourd'hui on accepte le confinement, c'est parce qu'on a expliqué les choses. Si on ne comprend pas, on ne fait pas. Ça, c'est certain. Alors, on a une question sur les très gros porteurs type A380, Boeing 747, actuellement en stockage longue durée, enfin, à Tarbes notamment. Bien sûr, ouais, à Tarbes, on connaît ça. C'est la fin des très très gros porteurs. La crise du Covid a fait 2 victimes collatérales, l'A380 et le 747. Donc, il y a eu une belle et longue vie. L'A380, c'est fini. Il n'a pas trouvé son marché. Il est arrivé trop tôt ou trop tard? Je pense qu'il est arrivé trop tôt, moi, parce que c'est vrai que l'augmentation de la population, on est maintenant à 8 milliards d'habitants, donc logiquement, nos avions vont être pleins plus rapidement. C'est vrai qu'il était destiné notamment au marché chinois. Quand on prend un avion en temps normal, hors Covid bien évidemment, vers les États-Unis, c'est généralement il est plein craqué. Donc avoir un A380, il était plein quand même. Ça permettait également de baisser les tarifs, donc d'offrir au plus grand nombre le droit de voyager, parce que ça aussi, c'est une démarche sociétale et de civilisation qui est importante. C'est pas réservé à une élite. C'est un peu la crainte qu'on pourrait avoir avec ce rétrécissement et la disparition de certaines low cost. Il faut pouvoir offrir au plus grand nombre. Voilà. Donc la 380 partait du principe, c'était d'aller d'un point A à un point B avec 600, 800. Il y avait même eu des versions à 900 places. Donc je trouve qu'il est arrivé trop tôt. Là, il est évident qu'avec le Covid, là, c'était la fin. Enfin, il y a quand même une compagnie qui se porte très bien et qui utilise un grand nombre d'Airbus A380. Donc, Emirates les exploite et je pense qu'il en est très satisfait. Mais est-ce que ça ne met pas en cause aussi un modèle économique des compagnies aériennes, celui des legacy, ce modèle économique axé sur la politique du hub? Aujourd'hui, ce qu'on a vu se développer, ce que n'avait pas prévu Airbus à l'époque, c'était le point-à-point avec des avions plus petits. C'est ça, oui. C'est vrai qu'on peut se poser la question de la complexité d'un hub. Un hub, c'est pas simple à faire marcher. Là aussi, c'est un vrai métier d'ingénieur, entre parenthèses. Et on voit bien que là, en ce moment, le 777 est le roi. Je pense que dans peu de temps, il sera remplacé par l'Airbus A350. Ça aussi, ça va militer pour ma tension RH, parce que un avion qui consomme 20% de moins, ça va forcément intéresser les compagnies très rapidement. Je vois que Delta a d'ailleurs basculé du 777 et vers le 350. Et là, je pense qu'on a aussi un best-seller d'Airbus qui est en train de naître. Voilà, je referme la parenthèse à 350. C'était le best-seller de Boeing, ce qu'on appelle le money maker. En fait, on avait l'habitude de dire que le money maker long courrier, c'était le 777 et le court courrier, c'était la 320. Aujourd'hui, il semblerait que tout bascule du même côté. Donc là encore, Boeing risque de payer les choses. Mais je pense qu'en effet, on peut se poser la question des compagnies low cost court moyen courrier, comme Ryanair, comme Transavia, adossé peut-être avec une compagnie, un legacy qui va faire lui du long courrier, ou une compagnie étatique, Air France, Lufthansa, plutôt orientée long courrier, sur de la haute contribution. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Alors le hub, ça reste quand même un outil qui est quand même assez formidable. Voilà. Mais on peut se poser la question. Voilà, mais c'est pas pour l'instant la fin du hub, mais voilà. On peut s'interroger sur. Il faut calculer. Ça, c'est indéniable. Donc, la fin d'un modèle économique, la fin des legacy, des compagnies traditionnelles. Possible. À étudier. Est-ce que l'avion, justement, du futur, enfin,
à plus ou moins long terme. Pas des avions comme l'A321 XLR, par exemple. Alors plus petite capacité, mais avec un rayon d'action très étendu. Là, on peut encore oui, ça risque encore de renforcer le questionnement autour de c'est certain que l'A321, on voit tout de suite qu'il avait les faveurs des compagnies low cost long courrier. Je pense que sur certaines destinations, peut-être à volume plus restreint, il va faire des merveilles. Du point à point, ça reste là aussi en termes de sécurité notamment. C'est là aussi, il faut revenir voilà, il faut passer l'étape Covid. Ok, on voit à peu près où on a. Il faut revenir sur l'étape sécurité. Là aussi, c'était un sujet très important d'avant le Covid. Ça redeviendra une problématique à traiter très intéressante après le Covid. Alors, sujet qu'on a abordé tout à l'heure, mais je vous repose la question, pourquoi parle-t-on encore d'aviation d'affaires et pourquoi cela fonctionne-t-il encore si pendant cette crise et les technologies informatiques, Teams, Zoom, Skype et autres sont si performantes, le seul contact humain justifie-t-il le déplacement ? Oui, ça justifie parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir ni par Internet, ni par Skype, ni dans une brochure. Quand vous avez voilà, une sous-traitance, une externalisation, il faut aller sur place, il faut aller sentir les choses, une multitude de détails font que vous avez affaire à une équipe, à une entreprise qui est sérieuse ou qui ne l'est pas. Avec un Skype, on peut masquer des tas de choses. Quand on va sur place, on ne peut pas masquer, parce qu'on voit les gens. Il n'y a pas que le patron dans l'entreprise, il y a toute une équipe qu'on ne voit pas par Skype et il faut aller sur place. Donc ça, moi je maintiens que le contact humain, ça reste incontournable. Sur l'aviation d'affaires, la sécurité. Maintenant, la sécurité aussi en termes de contagion, hein, ce qui fait que l'aviation d'affaires a survécu, c'est sans doute une réponse à cette sécurisation, je dirais, par rapport au virus. Et puis, il y a quand même énormément de vols qui ont été supprimés sur des destinations qui se sont temporairement arrêtées. Il n'y a que l'aviation d'affaires qui peut permettre à une entreprise d'aller sur place. Donc là aussi, c'est important. Et puis, je voudrais quand même rappeler que si vous emmenez une dizaine de personnes et que vous êtes obligé de passer la journée là où vous pouvez le faire en 4 heures aller-retour, ça a un coût. Un ingénieur, une équipe, des commerciaux, etc. Il faut comparer le comparable. Voilà. Qu'est-ce que ça vous coûte ? Et finalement, souvent, c'est moins onéreux que d'avoir une autre forme de déplacement. On aura toujours besoin de se déplacer, ce que révèle d'ailleurs une étude réalisée fin décembre par la chaire Pégase à Montpellier, Paul Chambarito, qui disait justement Zoom, Team étaient complémentaires avec ces déplacements professionnels, ces déplacements d'affaires. C'est interroger les gens qui travaillent dans les systèmes qualité, ils vous confirmeront sans aucun problème que la grande difficulté qu'ils ont actuellement, c'est de ne pas pouvoir aller sur place, voir leurs sous-traitants, leurs approvisionnements. C'est une vraie contrainte. Qui se paye d'ailleurs, parce que quand le système qualité n'est pas conforme, c'est un produit qui ne va pas être conforme à la vente. Donc de toute façon, on s'y retrouve largement. Alors, on a une question. Pourra-t-on un jour imaginer des avions qui s'inspirent de la technologie des Formule 1 avec des moteurs récupération électrique hybride ? Oui, évidemment. Oui. Évidemment. Je vais le dire, ce sont des technologies qu'on connaît, hein, qui est dans l'aéronautique, on le connaît. Mais vous savez, vous avez des freins électriques qui sont déjà utilisés sur les autobus en montagne, hein, donc c'est pas nouveau. Hein, et évidemment, ça se fera sur les avions. Alors, on avait eu quand même une tentative extrêmement intéressante chez Safran Landing System avec le Green Taxiing. Qui a été abandonné. J'avoue que c'est vrai que c'était un développement qui était important et qu'on ne peut pas tout faire, surtout en période de crise. Mais j'avoue que je suis certain que ça ressortira des cartons dans quelques temps. Parce que le système était performant, Air France était prêt à l'utiliser et d'un seul coup, on n'en a plus entendu parler. Voilà, je pense qu'il y a eu la volonté d'orienter les fonds de recherche vers d'autres destinations. Mais franchement, c'est quelque chose qui va revenir à la surface. Mais ça, c'était pas un bon signe en termes d'environnement, d'abandonner le taxiage électrique. Parfois, il faut savoir aussi faire avec. Hein. Bon, ce sont des choix industriels. J'imagine qu'ils ont fait des études. C'est vrai que ça surprend un petit peu la communauté, mais en même temps, bon, on n'est pas à leur place. Il y a
il y a des budgets à respecter, il y a aussi une équation à respecter, donc sans doute que l'équation n'était pas viable. Pensez-vous que la génération d'ingénieurs formés pendant la pandémie soit considérée moins performante car elle doit étudier à distance? Alors, je vais vous dire, là-dessus, on a un organisme en France qui s'appelle la Commission d'éthique d'ingénieurs qui est vraiment très exigeante. On en est très fiers d'avoir cette accréditation. Ça demande un travail considérable de maintien de niveau. Si une seule des 235 écoles d'ingénieurs en France s'aventurait à ne pas fournir des ingénieurs au bon niveau, dire que l'accréditation, elle tomberait d'elle-même. Et personne ne se risquera à ça. Il est certain que le bac qui n'a pas été passé, c'est genre une première chose. Même nous, ce qui nous a plutôt gêné, c'est que les jeunes n'ont pas révisé le bac. Donc, ils sont arrivés sans révision. Donc, il n'y a pas moyen de contrôler. Voilà, on a perdu pas mal de temps à les remettre à niveau. Voilà. Maintenant, à distance, c'est sûr que c'est beaucoup plus fatigant pour un étudiant. En même temps, moi, mes étudiants ont basculé en 48 heures. On fait 600 cours par semaine à distance parce que on a plein de choses à enseigner, il n'est pas question qu'on perde 10 minutes là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'on a en plus cette remise à niveau à faire avec des jeunes qui sont brillants, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est fatigant, c'est vrai qu'il faut... La vérité est sans doute au milieu. C'est vrai que c'est agréable de ne pas aller à l'école tous les jours parce que on peut se lever peut-être un petit peu plus tard, on peut bon. Donc ça, c'est normal. En même temps, moi je vois, c'est la première fois de ma vie où je vois des étudiants qui reviennent sur site. Maintenant, on a l'autorisation de faire revenir les premières années. C'est la première fois que je vois des étudiants qui reviennent sur site avec le sourire pour passer les partiels. Donc ils sont contents parce que on a besoin de ce lien humain et là, je vois des jeunes très heureux de revenir. C'est également très compliqué pour l'enseignant de ne pas sentir son amphi, de ne pas sentir cet échange humain dont on parlait. Oui, par exemple, pour améliorer les flux, parce qu'on a peur de coupures, etc., on demande aux étudiants de couper leur caméra et donc d'écouter. Et on peut avoir des enseignants qui se retrouvent devant un écran noir, je dirais, pendant 6 heures d'affilée avec des cours. Donc là aussi, il faut se poser la question. Et donc, je peux vous garantir que c'est pas comme ça qu'on devient attractif dans le métier. Et donc, la vérité est au milieu. Quelques journées à distance, quelques journées en présence, et là, ça fait quelque chose qui plaît. Voilà. Alors, une question, on n'a pas parlé d'industrie d'aéronautique militaire, donc sur cette industrie aéronautique militaire, comment va-t-elle évoluer selon vous? Le système de combat du futur, c'est quoi? Alors, on en parle beaucoup. Évidemment, là, on touche un sujet que j'ai passé un certain temps, on va dire. Bon, il faut savoir quand même que là, on est sur une guerre totale. Voilà. Quand on est en guerre totale, il faut que le moteur fournisse le maximum de puissance. Là, c'est sûr qu'on n'est pas sur une problématique environnementale, il faut être le meilleur. Voilà, on a une guerre, il faut que les deux avions qui sont en combat, il faut qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre, à tout prix. On ne parle plus d'avions, on parle de système, aujourd'hui, de système d'armes. Un système d'armes, c'est quoi? Eh bien, quand vous avez un AWACS qui éclaire le terrain, qui donne des données en temps réel à l'avion, eh bien l'avion se retrouve dans un système qui est multiplicateur de force. Au lieu d'avoir 10 avions en l'air pour faire la même chose, vous en avez un qui reçoit une masse d'informations qui va depuis l'avion vers l'avion, mais depuis le centre de contrôle vers l'hélicoptère, vers même le combattant au sol qui peut avoir des drones. Donc on est sur un système extrêmement complexe de numérisation sur lesquels il faut de la cybersécurité parce que maintenant ça devient un challenge d'aller perturber le système du voisin. C'est un point extrêmement important. Ouais. Point essentiel. C'est pour ça que les armées recrutent massivement des geeks et des hackers. Et donc, dans l'aviation, voilà, on travaille en système depuis fort longtemps, mais maintenant ça devient vraiment un système totalement intégré où l'avion vient se connecter sur un système pendant un certain temps, le temps de sa mission, et une masse d'informations considérable lui est fournie. Alors il faut aussi que cette information elle soit lisible par le pilote. Donc il y a toute une cognitique qui s'établit pour que le tableau de bord devienne lisible pour qu'un pilote humain puisse intégrer le maximum de données sans que ça devienne quelque chose d'illisible. Très compliqué, très intéressant. Mais là, on parle plus d'avion. Voilà, effectivement, on parle d'un système. On parle d'un système de combat. On parle de quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est ce qui fait que le Rafale se vend très bien parce que à l'heure actuelle, c'est un système qui est très au point, qui est bon de guerre, et qui marche très bien, y compris dans des situations extrêmement polyvalent, ce qui est très rare.
Et il sait être utilisé dans des conditions extrêmement défavorables, au plein cœur du désert, dans une météo épouvantable de tempêtes de sable, etc. Il fonctionne très bien. Donc il est bon de guerre, ce qui est quand même assez rare, parce que les systèmes américains sont quand même extrêmement fragiles et sensibles. Donc si c'est pour amener une Rolls-Royce au milieu du désert, ça marche, mais c'est compliqué. Alors c'est ça. Mais qui a besoin aujourd'hui de cette Rolls-Royce ? Eh bien, vous voyez que la Grèce vient d'en acheter. Regardez-les. Bien sûr, avec la Turquie, il ne faut pas se leurrer. Mais est-ce qu'elle en a vraiment besoin d'un système aussi complet ? Si vous voulez être crédible, c'est ce qu'il faut. Ou alors vous n'avez plus de défense aérienne et vous êtes à la merci de l'adversaire. C'est pour ça que l'Inde l'a sélectionné. Ce sont quand même des pays extrêmement exigeants. Hein. L'Inde, l'Égypte, la Grèce sont d'abord des pays qui avaient découvert les avions de génération précédente. Le Mirage 2000 qui est quand même un avion aussi absolument formidable. Certains d'entre eux volaient déjà sur Mirage 3. Voilà, donc là, il y a un vrai savoir-faire. Très peu d'avions capables de faire tout ça. Même les avions européens, anglais, allemands, Eurofighter, c'est pas du tout un avion du niveau du Rafale. C'est très bon, hein, ce sont de très bons avions, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est pas le niveau du Rafale. Ce qui me mène à une question toujours militaire sur les drones. Alors les drones aussi, multiplicateur de force à venir, savoir faire voler un avion avec des essaims de drones pilotés par l'avion, pilotés par le pilote unique dans ce système, là ça devient aussi un multiplicateur de force qui est localisé. Imaginons que vous puissiez pas voir la cible dans ce sens-là, vous envoyez votre drone dans l'autre sens qui va vous éclairer instantanément. Enfin bon, il y a une multitude de possibilités, c'est l'avion de demain. D'ailleurs on l'a vu sur ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh où il y a une guerre entre une armée qui utilisait une technologie ancienne et qui a été balayée en quelques jours par une technologie d'aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est frappant. Pourtant, ce sont des armées qui sont tout à fait respectables. Mais la technologie, elle a pris le dessus. Donc là, c'est vraiment un exemple très intéressant. On aura bientôt un drone européen. Déjà, on utilise, bon, c'est vrai, des drones américains, système américain, parce que l'Amérique, ça reste un allié incomparable sur tous les théâtres d'opération où j'ai évolué. Moi, je les ai vus, les camarades américains. Donc, oui, un drone européen parce que c'est l'avenir aussi. On ne peut pas aujourd'hui être européen et ne pas avoir un drone. Et si ça ne se fait pas avec la totalité des pays européens, ça sera nécessairement avec l'Allemagne et sûrement avec l'Angleterre. Où on est aujourd'hui, il faudrait poser la question à Éric Trappier, président de Dassault Aviation, le Neuron. Eh bien, le Neuron, ça démontre qu'on sait le faire. C'est déjà énorme. Donc après, il faut essayer d'embarquer le maximum de pays autour de ça, parce que ça a un coût, et que ce qu'on ne sait pas faire tout seul, on sait le faire à plusieurs. Nous, on sait le faire, donc on sait déjà déployer une technologie, on sait la mettre à disposition d'un projet européen, c'est quand même pas rien de savoir qu'on sait faire. C'est déjà énorme. Si on ne sait pas le faire, on fera sans doute comme le Rafale. Si on ne sait pas le faire à plusieurs, on le fera tout seul, mais ça aura un coût important. D'un autre côté, on se dit que c'est peut-être le moyen de développer des technologies qui vont, comme le Concorde, ouvrir sur des choses absolument merveilleuses demain. Voilà. Bon, on essaie d'être positif dans tous les cas. On pourra en débattre pendant des heures et des heures. On aura une dernière question. Alors, pourquoi ne pas établir une collaboration avec un pays tel que la Chine afin de mettre en commun les connaissances de chaque intervenant, de parvenir ainsi à des modèles d'avions respectant les critères de développement durable et d'efficacité? On l'a abordé tout à l'heure, on n'y est pas encore avec la Chine, c'est compliqué. On n'y est pas encore. La Chine a en ce moment sûrement des ambitions très importantes dans les mers. Alors c'était jusqu'à présent un pays plutôt continental, il ne s'aventurait pas dans les mers qui l'entouraient. Aujourd'hui il s'aventure, les îles Spratly, tout ça, donc ça crée beaucoup de tensions. Cette tension, elle va jusqu'en Australie, avec notamment Singapour, l'Indonésie. Bon. Aujourd'hui, on n'est sans doute pas prêt à partager de la technologie. Je rappelle quand même que l'Europe ne le souhaite pas. Donc déjà, rien que ça nous interdit de faire des transferts de technologie militaire. Bon. Quand la Chine s'est éveillée, on s'est posé la question. Pour le moment, on reste avec des alliés très sûrs que sont les Britanniques, les Américains, les Allemands, les Italiens, les Belges, les Hollandais, avec nos voisins, avec qui on a les meilleurs contacts, avec les meilleurs rapports. C'est déjà pas si mal. Merci Francis Paulet d'avoir répondu à toutes ces questions. Donc pour la sortie de votre livre, le
futur de l'avion aux éditions FIP, un ouvrage que nous vous conseillons. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci.